Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous présente une communication que j'ai faite lors d'un colloque sur les discriminations systémiques à l'université de Bordeaux. C'était un colloque qui était à cheval entre la sociologie et le droit et ma présentation était juridique et elle montrait justement les effets sociologiques et l'impact réel des normes sur l'accès à l'emploi, notamment pour les femmes musulmanes. Il s'agit d'une analyse sur la législation en matière de signes religieux. Aujourd'hui, ça fait beaucoup débat. Peu de personnes connaissent le droit applicable en matière de port de signes religieux. Et donc l'objectif, dans cette petite présentation, c'est de vous montrer tout simplement comment le droit discrimine indirectement les femmes voilées dans 3 secteurs, c'est-à-dire dans le service public, dans les entreprises et pour les avocates qui veulent porter le voile. Alors sans plus attendre, la question principale que je pose, c'est en quoi une règle neutre produit des effets différenciés dans l'accès à l'emploi pour les femmes musulmanes. On a une règle qui est neutre, interdiction des signes religieux, et plus particulièrement interdiction des signes religieux visibles. De toute façon, un signe, forcément, c'est visible. On a plusieurs formulations, signes religieux, signes ostensibles, voilà, donc toutes ces formulations visent à interdire les signes religieux. Ça, et en réalité, le désavantage de cette règle-là, c'est qu'elle vise une catégorie de personnes en particulier. Et ça les empêche tout simplement d'accéder à l'emploi. Ces personnes-là sont les femmes musulmanes. Donc, les normes peuvent être un mécanisme d'exclusion pour une catégorie particulière, et en l'occurrence pour les femmes musulmanes qui veulent tout simplement travailler et accéder à un emploi. Alors le point de départ, c'est le droit de l'Union européenne. Alors qu'est-ce que c'est que déjà une discrimination indirecte? Peu de gens font la différence entre une discrimination directe et une discrimination indirecte. Pourtant, le droit fait cette distinction-là. Et il l'a fait, le droit français fait cette distinction parce qu'il y a une directive européenne 2078-CE qui a été adoptée du coup en 2000. Cette directive européenne, dans son article 2, définit une discrimination indirecte comme une discrimination indirecte se produit lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d'entraîner un désavantage particulier pour des personnes d'une religion ou de conviction, d'un handicap, d'un âge ou d'une orientation sexuelle donnée par rapport à d'autres personnes, à moins que, et là la directive donne 2 exceptions. La première exception, c'est que ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime, et que les moyens de réaliser cet objectif légitime ne soient appropriés et nécessaires. Et la deuxième exception, c'est lorsqu'une législation nationale autorise une discrimination en faveur des personnes handicapées. Dans ce cas, le droit admet cette discrimination-là. Donc, tout simplement, pour partir du droit de l'Union européenne, c'est une discrimination indirecte, c'est une pratique neutre, une norme neutre, et moi je vais analyser ici une législation, une jurisprudence qui concerne une norme neutre, mais qui en réalité exclut les femmes musulmanes de l'emploi. Pourquoi les femmes musulmanes? Parce qu'elles subissent une double, voire une triple discrimination. Premièrement, les femmes musulmanes, elles sont discriminées parce qu'elles sont femmes. Déjà, elles ont cette caractéristique-là. La deuxième, c'est qu'elles sont musulmanes. Donc, deuxième discrimination. Et la troisième, qui peut apparaître selon les cas, c'est qu'elles sont d'origine, souvent d'origine africaine. Et donc, il y a une triple discrimination qui se rajoute, ce qu'on appelle l'intersectionnalité, c'est-à-dire le cumul des critères qui favorisent justement la discrimination. Avant d'aborder la législation et les droits sur les signes religieux, il faut déjà savoir qu'est-ce que c'est qu'un signe religieux dans la religion musulmane. Parce qu'on ne peut pas analyser d'un point de vue juridique si on n'a pas analysé déjà d'un point de vue canonique qu'est-ce que c'est qu'un signe religieux dans la religion musulmane. Et là, il faut faire une nuance, c'est que dans la religion musulmane, il y a diverses interprétations. Il y a diverses interprétations sur la question du port du voile. Le port du voile fait l'objet d'une divergence
une grande majorité des musulmans et des savants considèrent que le port du voile, le fait pour une femme de se couvrir les cheveux, est une obligation. Et donc, à ce titre-là, il est un signe religieux, c'est-à-dire qu'il a un caractère religieux. Mais pour une minorité de musulmans et de savants musulmans, ce port du voile n'est pas une obligation, il est quelque chose de culturel qui a été aujourd'hui importé, en Occident du fait d'une interprétation ancienne, voilà, tout simplement. Donc, c'est important de faire cette distinction-là parce que, tout simplement, quand on parle de signes religieux, c'est pas quelque chose de simple à analyser. Je pourrais rentrer encore plus dans les détails et expliquer, voilà, que en réalité, le signe, le seul vêtement religieux canonisé, on peut dire légiféré, serait en réalité le port de l'habit lors du pèlerinage, qui est un habit cultuel, alors que les autres habits, même le port du voile, fait partie du relationnel, c'est-à-dire de l'muamalat. C'est un type de catégorie dans le droit canonique musulman. Donc, tout simplement, je fais cette distinction pour dire qu'en réalité, le droit, lorsqu'il reprend en disant que les femmes qui portent le voile, c'est forcément un signe religieux, alors qu'une minorité considère que ça peut être culturel, eh bien voilà, tout simplement, le droit ne fait pas cette distinction, ne fait pas cette nuance. Il s'appuie sur l'interprétation la plus large et la plus répandue qui est pratiquée par les musulmanes en France. Le point de départ quand même de cette intervention, c'est de dire que ce débat-là, il reste interne sur le fait que ce soit obligatoire, que ce soit un signe religieux ou pas, mais qu'on doit défendre la liberté pour les femmes, tout simplement, de pouvoir porter le voile tant que cela ne trouble pas le bon fonctionnement de l'entreprise, de la société. On considère que, justement, le fait de porter un voile ne trouble pas et ne devrait pas troubler justement cet ordre public. D'ailleurs, dans une très grande majorité des pays dans le monde, les femmes voilées peuvent travailler aux États-Unis, en Angleterre et dans une quasi-totalité des pays dans le monde. La France fait figure d'exception concernant le port de signes religieux. Et donc l'objectif, c'est de montrer et de voir comment juridiquement le droit justifie cette interdiction-là. Parce que si on ne comprend pas la justification qui est donnée, concrètement, on va continuer à ne pas comprendre pourquoi le port de signes religieux est interdit en France dans certaines situations, des situations qui sont en train de se multiplier. Et moi, là, l'analyse que je propose dans cette vidéo, c'est une analyse qui est uniquement liée à l'accès à l'emploi. Alors, la structure de l'intervention, c'est en 3 points. C'est tout d'abord, on va analyser comment le port de signes religieux et donc l'interdiction du voile a commencé par le service public, c'est-à-dire l'interdiction de porter un voile, un signe religieux lorsqu'on est fonctionnaire. Puis ensuite, dans un deuxième temps, on va voir l'interdiction de porter un signe religieux dans l'entreprise. Et puis, dans un troisième temps, on verra l'interdiction de porter un voile pour les avocates lorsqu'elles veulent plaider devant le juge. Première dimension, le service public. Donc la neutralité, elle a commencé par l'État. C'est-à-dire que le travail de l'État, il doit être neutre. Et donc ça s'est, au fur et à mesure, répandu aux fonctionnaires. Alors, tout a commencé, la question des signes religieux, et elle est ancienne, mais elle a commencé véritablement, la question du voile en France a commencé avec l'affaire de Creil. Alors l'affaire de Creil, c'est quoi? Donc on a évidemment l'affaire de Creil, c'est en 1989, mais il y a le principe de laïcité. Le principe de laïcité, c'est 1905, séparation de l'Église et de l'État. Depuis 1905 jusqu'à 1989, on n'a pas d'affaire qui nous parle, à ma connaissance, de porter le voile. C'est-à-dire on n'a pas d'affaire judiciaire devant le Conseil d'État, devant la Cour de cassation, dans lequel on mentionne le port du voile. C'est véritablement en 1989 que la question du voile se pose en France et devant le Conseil d'État, c'est-à-dire devant les tribunaux. En 1989, 2 lycéennes vont dans leur lycée avec le voile.
et l'établissement considère qu'elles ne doivent pas le porter. Et donc, c'est la première fois que le Conseil d'État a à analyser justement l'exclusion de deux élèves qui veulent porter le voile dans un endroit qui est un endroit du service public. Alors là, on parle pas véritablement de l'accès à l'emploi, on parle d'usagères du service public. Et mon intervention, elle ne va pas s'attarder sur les usagers du service public. Je mentionne cette affaire de Creil de 1989. Pourquoi? Parce qu'elle est le point de départ, tout simplement, de toute la législation et de toute la jurisprudence qui concernera le port du voile dans le droit positif français. Donc, cette affaire-là, elle est symptomatique puisque c'est à partir de ce moment-là qu'on a le Conseil d'État qui va se poser la question du port du voile pour les usagères, etc. Il y a énormément de situations dans lesquelles les usagères sont concernées. On a par exemple la FFF, donc la Fédération française de football avec les footballeuses. On a les accompagnatrices scolaires, etc., etc. Donc toutes ces situations-là concernent des usagères. Moi, ma vidéo ne va pas concerner les usagères parce que ça nécessiterait une analyse à part entière de cette question des usagères du service public. Ma vidéo va concerner uniquement l'accès à l'emploi. Et donc, j'écarte la question des usagères. La première jurisprudence qui va s'attarder sur la question du port du voile concerne tout simplement un avis du Conseil d'État, l'avis Marteau en 2000. Donc le Conseil d'État avait rendu un avis sur demande d'un tribunal administratif concernant une surveillante intérimaire à temps complet qui voulait faire le choix de porter le voile. Et là, le Conseil d'État, on lui pose 3 questions. Ces 3 questions sont les suivantes. La première question, c'est est-ce que tous les services publics sont concernés par l'interdiction du port de signes religieux, donc par l'interdiction du voile? Le Conseil d'État répond oui. Tous les services publics, peu importe les services publics, sont concernés par l'interdiction du port de signes religieux, c'est-à-dire que les fonctionnaires qui travaillent autant dans le service public qui est lié à l'éducation, à la santé, à la défense, à la police, etc., sont concernés par l'interdiction de port de signes religieux et donc par le port du voile, puisqu'en l'occurrence, c'était le port du voile. La deuxième question à laquelle va devoir répondre le Conseil d'État, c'est est-ce que on doit distinguer entre les fonctions? Est-ce que, par exemple, là, en l'occurrence, c'était une surveillante qui voulait qui voulait porter le voile. Est-ce que si, par exemple, c'était une enseignante, ça n'aurait pas été la même chose? Donc, est-ce qu'il faut distinguer entre les fonctions des personnes qui travaillent dans le service public? Une personne qui est enseignante, ce n'est pas une personne qui travaille dans l'administration d'une école ou d'un ministère. Et là, le Conseil d'État répond, on ne fait pas de distinction selon les fonctions, c'est-à-dire qu'il y a une interdiction totale de port de signes religieux, donc du port du voile. Et la troisième question, et c'est la question la plus intéressante, parce qu'en réalité, elle est contraire au droit européen, comme je vais vous le montrer un peu plus tard, c'est que cette troisième question, c'est est-ce que on doit distinguer en fonction du signe et de la visibilité du signe? Et là, le Conseil d'État répond avec une formule qui est contraire au droit de l'Union européenne. La sanction doit être appréciée en tenant compte de la nature et du degré du caractère ostentatoire du signe et des circonstances de l'espèce. Ça veut dire que là, le Conseil d'État nous dit, il faut faire une distinction entre la visibilité. C'est-à-dire que si on a un grand signe, ce n'est pas comme si on a un petit signe religieux. C'est-à-dire qu'on peut plus tolérer, on peut en tout cas moins sanctionner. Pour être plus exact, on sanctionne moins gravement, on sanctionne moins un signe religieux qui est plus discret. Donc les signes qui sont visibles, comme un voile, un turban, un couvre-chef, ils sont plus exposés tout simplement à la sanction. Et donc cet avis-là, il consacre tout simplement, et c'est l'avis fondateur justement sur l'interdiction de port des signes religieux dans la fonction publique et dans les services publics. Cette interdiction de port de signes religieux, elle a été contestée d'un point de vue du droit européen, et notamment
devant la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme, c'est une cour européenne dans laquelle justement les justiciables français et de tous ces pays-là qui adhèrent à la CEDH peuvent saisir la CEDH et dire voilà, il y a une législation en France, il y a une législation en Suisse qui nous interdit de porter des signes religieux. Est-ce que c'est contraire à la Convention européenne des droits de l'homme? Et certains l'ont fait, certaines l'ont fait. En 2001, dans une affaire d'Alab contre Suisse, le 15 février 2001, c'était en l'espèce une enseignante d'école primaire qui avait été interdite de porter le voile pendant les cours. Et là, bon, c'est une affaire qui n'est pas sur le fond intéressante puisqu'elle a été déclarée irrecevable, mais là, l'argument avait été... la Cour européenne des droits de l'homme avait accepté justement le fait qu'on puisse interdire le port de signes religieux. Mais véritablement, l'affaire qui vient consacrer et entériner le fait que la CEDH accepte cette discrimination indirecte, c'est une affaire Ebrahimian contre France en 2015. Donc là, c'était une assistante sociale contractuelle d'un hôpital public qui n'avait pas été renouvelée après avoir refusé de retirer son voile. Alors, la Cour, elle va examiner justement le fait que cette personne-là voulait porter un voile dans un service public hospitalier. Et la CEDH, elle ne va pas s'intéresser justement sur le fait que ce soit une discrimination indirecte. Elle va valider au nom de la neutralité du service public, puisque en France, voilà, d'ailleurs dans cette affaire-là, elle rappelle l'avis Marteau en disant voilà la neutralité des services publics, la laïcité, etc. Donc il n'y a absolument pas une analyse concrète de est-ce que la législation discrimine indirectement une religion ou des personnes qui adhèrent à une religion ou non. Et cette validation par la CEDH a pas permis, mais de toute façon a permis en quelque sorte à la France d'adopter un certain nombre d'autres législations. D'ailleurs, une jurisprudence qui avait déjà entériné bien avant ce point-là, c'est qu'en réalité maintenant, les services publics, ce n'est plus uniquement les services publics. Les services publics, c'est également des personnes privées, mais qui concourent à une mission de service public. On a par exemple un arrêt en 1964 du Conseil d'État et un arrêt de la Cour de cassation en 2013 dans lesquels, par exemple, la juridiction suprême considère que les agents de la CPAM participent à une mission de service public. Et donc, à ce titre-là, ils doivent être neutres. Donc, cette neutralité du service public, elle concernait également des personnes privées, c'est-à-dire des entités privées, mais qui embauchaient sous un contrat de droit privé des personnes qui concouraient en réalité à une mission de service public. Et là, la jurisprudence dit on peut interdire parce que dans ce cas, elles doivent être neutres. Mais en 2021, on vient entériner par la législation, avec la loi confortant les principes de la République, justement l'article 1er, c'est vraiment l'article 1er, lorsqu'un organisme public ou privé exécute un service public, il veille au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public. Donc, on passe d'une neutralité par statut à une neutralité par fonction, et donc les salariés privés sont également concernés par cette neutralité, par l'interdiction du port du voile. Maintenant qu'on a vu les arguments qui étaient mobilisés dans le secteur public, dans les services publics, donc interdiction du port du voile dans les services publics, et là la jurisprudence à vie Marteau, elle donne justement les raisons, la CEDH vient confirmer et ne s'intéresse pas du tout à cette question des discriminations indirectes. Là, on va s'intéresser aux entreprises dans un deuxième temps. Pourquoi les entreprises? Parce que les entreprises, c'est déjà la plupart des salariés, des personnes qui travaillent en France sont des employés d'entreprises privées, pas en lien avec le service public. Donc il est important d'analyser concrètement comment les personnes qui veulent porter un signe religieux dans le travail peuvent le faire et sous quelles conditions. Et il y a quand même beaucoup de désinformation, il y a une méconnaissance de la jurisprudence en la matière, et c'est ce qu'on va voir de suite. Alors, pour comprendre ce qu'il est possible ou pas de faire dans une entreprise privée,
Est-ce qu'on peut porter un signe religieux et notamment un voile? La réponse en tout cas est en partie dans le Code du travail. Il y a 3 articles qu'il faut connaître. C'est que l'article L 1132-1 dit que les discriminations directes et indirectes sont interdites, et notamment lorsqu'elles visent les signes religieux, les convictions religieuses. La deuxième, c'est que l'article L 1121-1 dit que les restrictions doivent être justifiées par la nature de la tâche et proportionnées. Et enfin, l'article L 1321-3 concerne le règlement intérieur. Le règlement intérieur, c'est un document dans lequel il va y avoir justement ce qu'il est possible de faire, de ne pas faire dans une entreprise. Il organise tout simplement le travail dans l'entreprise. Et cet article dit le règlement intérieur ne peut justifier, ne peut imposer de restrictions injustifiées ou discriminatoires. Donc, c'est un peu les 3 textes du Code du travail qu'il faut connaître pour comprendre la question du port de signes religieux et la question du port du voile. Le règlement intérieur, et souvent beaucoup de personnes pensent que le règlement intérieur interdit le port de signes religieux, donc ça veut dire que je ne peux pas en porter. Mais en réalité, c'est pas ce que dit le droit. On a vu que dans l'article, il dit qu'il faut que ce soit proportionné et justifié. Et donc, il faut analyser concrètement, est-ce que c'est proportionné et justifié? Le Conseil d'État, d'ailleurs, avait rendu un arrêt dans lequel il avait censuré un règlement intérieur qui interdisait les discussions politiques ou religieuses et plus largement toutes les conversations qui étaient étrangères au service. Dans un arrêt de 1989, Société industrielle de teinture et après. Donc ça montre que tout simplement, ce n'est pas parce que c'est écrit dans le règlement intérieur que c'est interdit et que donc c'est justifié et que la personne n'a pas le droit de porter de signes religieux. C'est au juge de vérifier tout simplement est-ce que oui ou non l'interdiction dans le règlement intérieur est proportionnée et justifiée. Donc les motifs invoqués doivent véritablement être proportionnés et justifiés, ce qui n'est pas le cas dans la plupart des situations, et donc dans ce cas, il faut saisir le juge. Il y a une affaire qui justement a participé à cette incompréhension de la question du règlement intérieur et de l'interdiction du port de signes religieux, c'est l'affaire Babilou en 2014. L'affaire Babilou, c'est quoi? C'est une entreprise privée, donc c'était une crèche, dans laquelle il y avait une personne musulmane qui voulait porter le voile. Et elle avait été licenciée. Donc je vous passe toute la jurisprudence qu'il y a eu, puisque c'est parti devant le tribunal devant les prud'hommes, puis ensuite en appel, puis cour de cassation, puis cour d'appel, puis cour de cassation. Et je vous résume, globalement, c'est qu'à la fin, la cour de cassation valide l'exclusion de cette femme voilée. Pourquoi? Pas au nom du principe de laïcité, puisque le principe de laïcité ne s'applique pas aux entreprises, mais au nom de la proportionnalité de la norme du règlement intérieur, puisque la norme était précise, elle était justifiée par le contact avec les enfants et les parents, et elle était proportionnée. Mais en réalité, on ne voit pas en quoi le fait que la personne soit en contact avec les parents et les enfants soit justifié, enfin que le licenciement soit justifié. En quoi le fait qu'une personne porte le voile, une personne qui travaille dans une crèche porte le voile, risque d'empêcher de bien faire son travail. En tout cas, la jurisprudence Babilou ne dit pas que si c'est marqué dans le règlement intérieur, forcément, c'est validé dans tous les cas. Là, la Cour de cassation a regardé dans cette situation-là si c'était justifié. Je considère que l'argumentaire n'est pas solide, n'est pas justifié d'un point de vue du droit de l'Union européenne, mais c'est la jurisprudence qui a été adoptée. Donc, il n'y a pas d'obligation générale de neutralité, et ça, il faut bien le retenir. Le droit européen, il est beaucoup plus protecteur et beaucoup plus en avant sur la question des discriminations indirectes, c'est-à-dire on a une norme qui est neutre, mais en réalité, elle vise
une personne, un type de personne en particulier, et notamment les femmes voilées, puisque comme on l'a vu, toute la législation, toute la jurisprudence en réalité sur le port de signes religieux vise en réalité le port du voile. Donc dans le droit européen, la directive 2078-CE, que j'ai mentionnée tout à l'heure, elle dit plusieurs choses. Elle dit que une règle apparemment neutre, elle peut entraîner un désavantage particulier pour des personnes qui ont des convictions, un sexe, un handicap, etc. Donc dans l'article 2, mais avant ces articles-là, il y a des considérants, et dans les considérants de la directive, le considérant 12 dit que toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la religion ou les convictions doit être interdite. Et le considérant 15, lui, il est intéressant. Pourquoi? Parce qu'il dit que la discrimination indirecte peut être établie par tout moyen, y compris des moyens de données statistiques. Or, aujourd'hui, on n'a aucune donnée statistique sur la question des discriminations indirectes concernant les femmes voilées et l'accès à l'emploi. Et c'est un travail qu'aujourd'hui doivent faire, qui doit être fait par les sociologues, pour tout simplement aller analyser concrètement comment les femmes voilées se font discriminer lors des entretiens d'embauche, comment la norme, concrètement, elle produit un effet différencié pour cette population-là. Et c'est plus il y a de la scientificité, plus on apporte des preuves sur la question de l'impact que la norme neutre a sur un type de population, plus on va être capable justement de montrer devant le juge que, écoutez, monsieur le juge, cette norme-là, dans 95% des cas, elle concerne uniquement les personnes qui veulent porter le voile. Et ça, c'est important parce que le juge, lui, tant qu'il n'a pas ces éléments concrets devant les yeux, pour l'instant, ça reste de la théorie et il ne voit pas l'impact concret. Il y a deux arrêts qui sont importants concernant la discrimination indirecte et qui ont été rendus par la Cour de justice de l'Union européenne. Donc, la Cour de justice de l'Union européenne, en 2017, il y a deux arrêts qui sont rendus. C'est un arrêt Ashbita. Donc, dans cet arrêt-là, il y avait une règle qui interdit tous les signes visibles de convictions politiques, philosophiques ou religieuses. Donc, il y avait une clause générale de neutralité. Et dans un autre arrêt, donc c'est un arrêt qui a été rendu le même jour, Bouniaoui, c'est un client qui avait demandé à ce qu'il n'y ait pas de femmes voilées la prochaine fois. Voilà. Et le salarié est licencié après avoir refusé justement après avoir refusé d'enlever son voile. Là, il n'y avait pas de règlement intérieur dans cette situation-là. Et donc, ça faisait suite à un souhait particulier du client. Le raisonnement de la Cour dans l'arrêt Ashbita, c'est que tous les signes visibles sont visés sans référence à une religion précise. Là, dans le règlement intérieur, il y avait une clause qui disait interdiction de tous les signes religieux. Mais la Cour a dit que ça peut toucher plus fortement des personnes qui ont un signe religieux qui est visible. D'accord? Et donc, à ce titre-là, il peut y avoir une discrimination indirecte. Donc, la Cour de justice de l'Union européenne, elle reconnaît que, justement, lorsqu'on interdit des signes, tous les signes religieux, dans les faits, ça va être les personnes qui ont un signe religieux visible. Et donc, il y a potentiellement une discrimination indirecte. Donc, l'absence de discrimination directe, par exemple, s'il y avait une clause qui disait interdiction de porter le voile dans l'entreprise, là, c'est une discrimination directe, puisqu'on interdit un seul type de religion à porter des signes religieux. Une personne qui porterait une croix n'aurait pas de problème dans cette situation-là. Et donc, la norme, elle discrimine directement les personnes de confession musulmane. Mais par contre, lorsque la norme est générale, là, effectivement, la Cour de justice de l'Union européenne dit qu'il peut y avoir une discrimination indirecte, et donc le juge doit vérifier si effectivement ça désavantage un type de population en particulier. Donc, dans Ashbita, la Cour de justice de l'Union européenne dit que la norme peut être justifiée par plusieurs considérations. Un objectif légitime. Cet objectif légitime, c'est quoi? C'est une image de neutralité dans les relations avec les clients. C'est-à-dire que l'entreprise veut une politique dans laquelle toutes les convictions religieuses, politiques, philosophiques ne sont pas affichées lorsqu'il y a un contact ou une relation avec le client. Et donc, en réalité, ça pose la question de la liberté d'entreprise, puisque un chef d'entreprise, il veut peut-être avoir une image de neutralité.
Et donc, à ce titre-là, la question qui est une question fondamentale, c'est liberté d'entreprise contre liberté individuelle du salarié de pouvoir exprimer dans une certaine mesure son identité. Et donc là, le juge, il doit vérifier justement cette proportionnalité. Pour moi, cet argument de l'image de neutralité dans les relations avec les clients, elle est absolument pas justifiée. Pourquoi? Parce que, c'est un argument que je vais un peu développer, c'est que si on utilise d'autres critères, la Cour de justice de l'Union européenne sanctionnerait directement cela. La politique générale, c'est d'interdire tous les signes religieux, philosophiques ou politiques, et donc il faut une politique générale. Donc ça, c'est le deuxième critère de justification. Le troisième critère, c'est qu'il faut que ce soit cohérent, il faut que ce soit appliqué de manière systématique, et donc qu'il n'y ait pas de caractère injuste dans l'application de cette norme-là du règlement intérieur. Il faut que ce soit nécessaire, c'est-à-dire que la restriction, elle est limitée uniquement à ce qui est nécessaire, et notamment avec le contact avec le client. Et il faut également une moindre atteinte, c'est-à-dire vérifier si, par exemple, il y a un autre poste qui serait peut-être plus en adéquation, dans lequel il y aurait une visibilité moindre avec le client. Et donc le juge, il va vérifier justement ces conditions-là. Il vérifie ces conditions-là en analysant justement la clause, les arguments qui sont amenés par la plaignante. Et c'est pour ça que lors des contentieux, il faut venir avec un maximum d'éléments sur justement l'application de cette clause de neutralité dans l'entreprise. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est la clause de neutralité, il faut qu'elle soit justifiée, appropriée et nécessaire. Dans l'affaire Bouniaoui, c'était une autre situation. Le client dit la prochaine fois pas de voile, et donc l'entreprise veut tenir compte de cela et dit à l'employé, écoute, la prochaine fois, tu ne portes pas le voile. L'employé ne veut pas, et donc là, la Cour de justice de l'Union européenne a dit, la demande d'un client, ça ne justifie pas, ça ne constitue pas une exigence professionnelle essentielle et déterminante. Et donc la justification, elle doit être objective et liée à l'activité, elle ne doit pas être fondée sur une préférence subjective de la clientèle. Mais le problème, c'est qu'il y a une contradiction entre l'arrêt Bouniaoui et l'arrêt précédemment vu Hbita. Pourquoi? Parce que dans l'arrêt Bouniaoui, il dit le souhait du client ne suffit pas. C'est pas parce qu'un client demande la neutralité que l'entreprise doit l'imposer à ses salariés. Mais lorsque on considère qu'une entreprise peut adopter d'un point de vue général une politique de neutralité pour en réalité mieux vendre, en gros, ce qui se passe, c'est que le chef d'entreprise, il ne veut pas perdre du chiffre d'affaires. S'il met une salariée voilée devant ses clients ou devant d'autres entreprises avec lesquelles il commerce. Mais c'est exactement la même chose. C'est juste que c'est dit d'une autre manière. Puisque le chef d'entreprise, lorsqu'il fait une politique générale de neutralité en matière de signes religieux, c'est pour vendre mieux, c'est pas pour autre chose. Et donc, à ce titre-là, je pense qu'il faut un peu de cohérence dans les arguments qui sont soulevés, puisque si on considère que la clientèle n'a pas à demander la neutralité des salariés, pourquoi le chef d'entreprise demanderait la neutralité de ses salariés à lui? Il peut y avoir une autre critique, mais je vais l'aborder un peu plus tard. Donc, ce qu'il est autorisé, avant tout, ce qu'il faut vraiment savoir, c'est ce qui est autorisé, c'est que la clause générale de neutralité, actuellement, elle est autorisée. Tous les signes visibles doivent être visés, pas seulement un type de signe visible, par exemple, juste les couvre-chefs, ou un seul type de... Voilà, parce que quand on dit interdiction de se couvrir les cheveux, c'est une discrimination selon le droit de l'Union européenne. Il faut qu'il y ait une application cohérente et systématique, ça veut dire que cohérente, ça ne veut pas dire totale, ça veut dire que par exemple, s'il y a une personne qui est en back-office et pas la même qui est en front-office, ça veut dire que la personne qui est informaticienne, c'est pas celle qui est en vendeuse dans un magasin. Donc là aussi, l'application, il faut qu'elle soit cohérente et il faut que ce soit proportionné. Voilà. Ce qui est interdit, c'est interdire uniquement dans la clause de neutralité le voile, le port de signes religieux sur la tête. Il interdit de demander
à une salariée de ne pas porter de signe religieux devant tel client ou d'arrêter de porter de signe religieux parce que les clients ne veulent pas. Il faut que, justement, s'il y a un licenciement, il faut que ça soit véritablement justifié par un trouble, etc. Et on va voir qu'en réalité, il ne peut pas y avoir de trouble à moins que vraiment la personne décide de faire du prosélytisme, mais c'est l'argument qu'on va voir. Donc, il y a une deuxième jurisprudence qu'il faut quand même voir, qui est dans la continuité des deux arrêts de 2017, c'est Weib et Müller-Handel de 2021. La Cour de justice va aller un peu plus loin sur la question des discriminations indirectes. Elle va dire que tous les signes visibles doivent être visés, mais qu'il peut y avoir une discrimination indirecte. Et par contre, donc ça peut devenir une discrimination directe si le critère de taille est indissociablement lié à la question, à certains signes, à certaines religions, à certaines convictions. Donc c'est exactement ce que je vous disais, c'est que l'arrêt dans le point 72 et 73, il dit que, notamment comme la Commission européenne l'a fait valoir dans cette affaire, une règle interne d'une entreprise qui, comme celle en cause dans cette affaire, n'interdit que le port de signes ostentatoires de grande taille, est susceptible d'affecter plus gravement les personnes adhérant à des courants religieux, philosophiques et non confessionnels qui prévoient le port d'un vêtement ou d'un signe de grande taille tel qu'un couvre-chef. Donc la question du couvre-chef, elle revient souvent dans les règlements intérieurs, et là, la Cour de justice, elle le mentionne. Donc, dans les cas où le critère du port de signes ostentatoires de grande taille, de conviction politique, philosophique ou religieuse est indissociablement lié à une ou plusieurs religions ou convictions déterminées, l'interdiction imposée par un employeur à ses employés de porter ces signes-là, sur la base d'un tel critère, aura pour conséquence que certains travailleurs seront traités d'une manière moins favorable que d'autres sur la base de leur religion. Et ça constitue donc une discrimination directe. Donc ça, c'est extrêmement important, parce que si dans le règlement intérieur, il y a marqué que interdiction du port de couvre-chef, c'est une discrimination directe selon le droit de l'Union européenne, selon la Cour de justice de l'Union européenne. Et donc là, il est possible d'attaquer en justice devant les prud'hommes cette clause du règlement intérieur parce qu'elle a mal été formulée. Et il y a énormément de règlements intérieurs dans les entreprises qui sont mal formulés et qui en réalité discriminent indirectement et directement les femmes voilées. Et à ce titre-là, elles peuvent tout simplement aller devant les prud'hommes et faire condamner l'entreprise pour discrimination directe. Il y a une discrimination directe de fait. C'est-à-dire qu'il n'y aura même pas besoin de rentrer dans la question de la discrimination indirecte, puisque la formulation même discrimine certaines religions, certaines personnes qui adhèrent à des religions particulières. Et donc ces arrêts-là, ils sont fondamentaux, parce que si on ne les connaît pas, on risque tout simplement d'accepter de manière passive des règlements intérieurs qui en réalité discriminent directement les femmes voilées. Et la Cour de justice de l'Union européenne, elle nous dit, si la formulation est comme ça, c'est une discrimination directe. Et là, pas d'autre choix, il faut saisir les prud'hommes et faire condamner l'employeur qui ne veut pas tout simplement de port de signes religieux de manière, et plus particulièrement, en réalité, il ne veut pas de femmes voilées, c'est-à-dire il ne veut pas d'islam dans l'entreprise. Et donc, c'est une discrimination indirecte qui peut être condamnée, qui est condamnée par le droit de l'Union européenne et normalement par les conseils des prud'hommes et par les juridictions judiciaires. Donc voilà, c'est important de revenir sur cette question-là parce qu'il y a vraiment une méconnaissance de la part des femmes voilées en France sur cette question des discriminations directes et indirectes dans les entreprises. Il y a un autre point, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que il peut y avoir une discrimination indirecte avec une formulation générale. Je l'ai mentionné tout à l'heure, une vendeuse, elle n'est pas en contact, elle est en contact direct avec les employés. Mais une employée qui fait un travail dans lequel elle n'est pas du tout en contact avec la clientèle. Dans ce cas, quels sont les arguments du règlement intérieur pour interdire justement le port de signes religieux? En réalité, un règlement intérieur un règlement intérieur qui interdit de manière générale à tous les employés le port de signes religieux, c'est problématique et c'est discriminatoire. Pourquoi? Parce que
la vendeuse, elle n'est pas dans la même situation que l'informaticienne qui est en back-office, qui n'est pas du tout en contact avec les clients, qui est dans son bureau, qui ne dérange personne, qui travaille sur des logiciels informatiques. Donc en quoi lui interdire le fait de porter le voile risquerait de nuire à la politique de neutralité, notamment vis-à-vis des clients et pour le chiffre d'affaires. Un argument qui est mentionné, c'est l'argument du prosélytisme. Alors, c'est le deuxième argument, le prosélytisme, c'est-à-dire le fait que ça va troubler le travail de l'entreprise. On va voir que ça ne tient pas. Mais la première critique, c'est la réputation commerciale. C'est le fait de dire, bon, j'ai pas envie que ma salariée, elle aille démarcher notre entreprise avec un voile. Mais le problème, c'est que si on rentre dans cette logique-là, on risque de se dire, mais très bien, on va prendre un autre critère. J'ai pas envie que ma salariée aille voir un prospect en étant noir, de couleur noire. Voilà. Ou qu'elle soit handicapée, parce que ça risque de faire baisser mon chiffre d'affaires. Parce que la personne que je vais démarcher, les clients que je vise, ne vont pas acheter mon produit parce que justement ma salariée, elle porte le voile. Si la salariée porte le voile et qu'elle est discriminée par la personne ou par l'autre entreprise, c'est une question de discrimination de l'autre entreprise qui ne veut pas faire d'affaires avec une entreprise qui emploie un salarié ou une salariée qui importe de signes religieux. Et c'est problématique. Parce que si la personne elle est noire et qu'on commence à rentrer dans ces questions de critères en disant ouais mais moi les clients que je vise ils n'aiment pas les personnes noires, très bien, est-ce que c'est une raison pour laquelle on interdit à la salariée d'être de couleur noire? Non, là ça porterait directement et ça scandaliserait tout le monde directement. Et pourtant pour les femmes voilées, on accepte que on leur retire ce droit-là de porter le voile dans la relation commerciale avec d'autres entreprises, parce qu'on considère que l'entreprise va perdre du chiffre d'affaires et que la loi du marché est plus fort. Le chef d'entreprise, s'il a envie d'être neutre pour gagner plus de chiffre d'affaires, il a le droit. Mais très bien, dans ce cas, on va aussi interdire aux personnes de couleur noire d'être dans certains postes avec les clients pour la réputation commerciale. Vous voyez, c'est scandaleux et pourtant ce critère discriminatoire il est accepté par le droit et même par la Cour de justice de l'Union européenne. Donc ça pose une vraie question parce qu'il y a la liberté d'entreprendre d'un côté, qui est que le chef d'entreprise il veut faire du chiffre d'affaires, mais d'un autre côté, on considère que voilà, quand même, la salariée, elle doit quand même avoir un certain nombre de libertés et la liberté de porter le voile. Cette question-là, elle ne se pose absolument pas dans les autres pays du monde. Donc je ne comprends pas pourquoi en France, on pose cette question-là. Voilà, tout simplement. Parce qu'il y a une question de réticence par rapport aux signes religieux visibles. Mais ça, c'est une question qui est politique, une question qui est également de tolérance et de l'absence de discrimination des personnes qui font partie de la société. Un client qui refuserait d'acheter dans une entreprise parce que la vendeuse est voilée, tant pis pour lui. Normalement, ça devrait être ça la logique. Et pourtant, on dit, non, le port de signes religieux est interdit parce que le chef d'entreprise veut vendre plus. Très bien, dans ce cas, on va faire une clause anti-handicapé. Pour être vendeur, il faudrait avoir 2 jambes et avoir 2 mains. Et ça, c'est le critère pour vendre dans l'entreprise. Ça scandalise. Et pourtant, cette question-là, elle ne se pose pas. Donc voilà, pour montrer un peu que cet argument de la réputation commerciale, il ne tient pas la route. Et pourtant, il est admis par le droit. Pour moi, cet argument de la réputation commerciale, il est forcément mis en avant par les chefs d'entreprise, etc. Mais ça, c'est que en France et dans quelques pays dans le monde, mais dans la quasi-totalité, ça ne pose absolument pas de problème. La deuxième critique qui est faite justement, c'est la question du prosélytisme et le trouble au bon fonctionnement de l'entreprise. On dit, les femmes musulmanes, on ne veut pas qu'elles portent le voile parce que ça va troubler le bon fonctionnement de l'entreprise, ça peut créer des tensions, etc. Mais ça, c'est totalement faux. Et le Conseil d'État, d'ailleurs, le dit lui-même dans une décision de 1996, dans lequel, alors là, c'était pour une usagère du service public, mais ça s'applique
également aux salariés, parce que la logique est absolument identique. Dans cette affaire-là, donc c'était une élève qui avait été renvoyée par le chef d'établissement parce que, pour certains arguments, qui sont justement le prosélytisme. Et là, le Conseil d'État nous dit quoi? Et c'est pépite, parce que quand même, cet arrêt du Conseil d'État, il n'est absolument pas cité et absolument pas mobilisé, alors même que les juges, les magistrats ont fait preuve d'une lucidité quand même extraordinaire. Mais la passion des débats médiatiques par la suite a fait en sorte que le Conseil d'État s'est quand même largement calmé sur ces questions de voile et de liberté accordées aux femmes voilées. Cet arrêt du Conseil d'État dit que le foulard par lequel Madame X entendait exprimer ses convictions religieuses ne saurait être regardé comme un signe présentant par sa nature un caractère ostentatoire ou revendicatif et dont le port constituerait, dans tous les cas, un acte de pression ou de prosélytisme, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'elle aurait porté dans des conditions conférant à ce port le caractère d'un tel acte, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que Madame X aurait causé des troubles à l'ordre public au sein de l'établissement. Et donc, le Conseil d'État dit que le directeur de l'établissement, il a tort de renvoyer cet élève-là. Donc tout simplement pour montrer que ce soit dans un établissement ou dans une entreprise, une femme qui porte le voile, elle ne trouble pas le bon fonctionnement, pas en soi par le fait de le porter. Elle ne fait pas en soi du prosélytisme. C'est pas parce qu'elle est elle-même, elle porte le voile, que dans son comportement, elle va aller essayer de convertir tout le monde, etc. Dans 99,99999% du temps, les femmes voilées, lorsqu'elles sont dans une entreprise ou lorsqu'elles sont dans un établissement public, dans un collège ou dans un lycée, elles vivent leur vie, elles étudient, elles travaillent, elles ne parlent pas de religion. Et le fait qu'on renvoie à chaque fois à cette question du fait qu'elle le porte en disant « Ah, mais ça trouble, etc. » Ce qui est totalement faux. Il faut voir concrètement en quoi ça trouble. Est-ce que elle parle de religion à d'autres élèves? Est-ce que elles font leur prière en plein milieu de l'entreprise? Non. Eh bien, dans ce cas, en quoi c'est proportionné d'interdire un signe religieux dans lequel il n'y a pas justement de trouble au bon fonctionnement de l'entreprise. Donc cet argument-là, il ne tient pas, et le Conseil d'État, dans une lucidité qu'on ne peut que saluer, en 1996, il dit, voilà, c'est pas parce qu'une femme elle porte le voile que, en soi, ça trouble le bon fonctionnement de l'organisation. Donc voilà pour la question des entreprises. Donc ce qu'il faut retenir, c'est le règlement intérieur. C'est pas parce que c'est écrit dans le règlement intérieur que tous les signes religieux sont interdits, que forcément c'est proportionné. C'est possible de contester cela devant les prud'hommes. Si une femme décide de porter le voile alors qu'elle ne le portait pas et que le règlement intérieur interdit de manière générale, alors que ce n'est pas justifié par la nature du poste, que ça ne trouble pas l'ordre public, et dans 99,99% du temps, ça ne trouble pas le bon fonctionnement de l'entreprise, à moins que le droit, et c'est ça le vrai argument de fond, c'est la politique commerciale, lorsqu'elle est en contact avec des clients, d'autres prestataires, là, dans ces cas-là, il va être très difficile de justifier, d'un point de vue du droit de l'Union européenne, qu'il y a une discrimination directe ou indirecte. Par contre, lorsqu'il n'y a pas de relations commerciales avec d'autres entreprises, il n'y a pas de lien, de visibilité avec des clients ou des prestataires, la personne qui est voilée, elle peut contester le règlement intérieur et faire condamner l'employeur pour qu'il retire justement cette clause-là, et elle peut continuer à le porter parce que la règle, c'est la liberté du salarié et le fait de restreindre ses libertés, comme le Code du travail nous le dit, il faut que ça soit proportionné et justifié par la nature des tâches. Or, dans 99,999% du temps, lorsque la salariée elle est devant son ordinateur, qu'elle fait des tâches de secrétaire, d'analyse financière, peu importe, eh bien, ça ne trouble en rien le bon fonctionnement de l'entreprise. Donc, deuxièmement, donc là c'était les entreprises, le port du voile dans les entreprises, le port de signes religieux dans les entreprises. Maintenant, on va voir dans un troisième temps, dans les professions libérales et plus précisément pour les avocates. Alors les avocates, pourquoi les avocates? Parce que c'est une profession qui est libérale. Les avocates, lorsqu'elles vont devant le juge, elles portent une robe, comme les avocats d'ailleurs, donc c'est une robe, pour tout simplement plaider devant le juge. Les avocates ne sont ni des salariés, ni des
des membres du service public, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas des fonctionnaires. Et à ce titre, elles ont en principe une liberté totale d'indépendance, elles sont libres de s'habiller comme elles veulent. Mais pour autant, on est arrivé à un stade où il y a une extension de la question de la laïcité et du service public qui s'étend même, et de la neutralité, qui s'étend même à des avocates qui sont voilées. Tout a commencé à Lille, puisque le barreau de Lille, dans le barreau de Lille, donc le barreau c'est l'organisme qui s'occupe de réglementer les avocats de Lille et des alentours. Donc ce barreau-là, il avait eu affaire à quelques histoires, quelques affaires dans lesquelles il y avait des femmes avocates voilées, élèves avocates voilées, et donc en 2019, il décide d'adopter dans son règlement intérieur une règle qui est que l'avocat ne peut porter avec la robe ni décoration, ni signe manifestant ostensiblement une appartenance ou une opinion religieuse, philosophique, communautaire ou politique. Donc là, l'argument, c'est encore le même. On a une règle qui est neutre, mais dans les faits, ça touche les femmes voilées. Et cette règle-là, du règlement intérieur du barreau de Lille, a été adoptée suite à des affaires d'avocates voilées. Donc sociologiquement, on sait que cette règle-là, elle a été prise, comme avec l'affaire de Creil, etc., suite à des affaires dans lesquelles il y avait des avocates voilées. Sauf qu'il n'y avait pas de justification textuelle, donc ils ont rajouté ça dans le règlement intérieur, pour interdire à toutes les avocates de porter le voile. On a donc, en 2019, le règlement intérieur qui est adopté dans le barreau de Lille, et en 2022, on a donc la Cour de cassation qui va rendre une décision concernant ce règlement intérieur du barreau de Lille. La Cour de cassation en 2022, c'était quoi l'affaire? L'affaire, du coup, en 2019, ce règlement est adopté et il y a une élève avocate qui va aller en justice avec son maître de stage de l'époque, qui était un avocat. Et donc l'élève avocate va contester en disant, voilà, il y a une discrimination, on conteste le fait le fait que, justement, cette règle-là interdisent le port de signes religieux, les avocates doivent être indépendantes, libres de s'exprimer, etc. La Cour de cassation va répondre en plusieurs points. Elle va dire, déjà, l'élève avocate, elle n'a pas d'intérêt à agir. Elle est élève avocate, elle n'est pas encore avocate. Et donc, elle ne peut pas encore contester le règlement intérieur du barreau de Lille, qui lui s'applique uniquement aux avocats. Donc, pourquoi elle n'est pas concernée? Donc, elle n'a pas d'intérêt à agir, donc, tout simplement, on la met de côté. L'avocat, lui, qui a contesté avec l'élève avocate, c'était la même affaire, l'avocat, la Cour de cassation va exclure également l'avocat en disant qu'il n'a pas d'intérêt à agir. Il n'a pas d'intérêt personnel et direct, puisque lui, c'est un homme, il n'est pas voilé. Et donc, là, il est en train de contester le fait qu'il est interdit de porter le voile. Et donc, à ce titre-là, il n'a pas d'intérêt direct et personnel, on l'écarte également. Donc là, la Cour de cassation, elle est vraiment sur le plan procédural, et on voit les arguments procéduraux pour écarter ces arguments-là. Et en plus de cela, donc elle tire en conclusion de ces deux arguments-là, qui sont que ni l'élève avocate ni l'avocat n'ont d'intérêt à agir, pour dire, étant donné qu'ils n'ont pas d'intérêt à agir, la demande de questions préjudicielles qu'ils font auprès de la Cour de justice de l'Union européenne devient sans objet. Ça veut dire que eux, en gros, devant la Cour de cassation, ils ont dit tout simplement, étant donné que ça discrimine les femmes voilées, on veut que vous posiez à la Cour de justice de l'Union européenne la question suivante. Est-ce que ça constitue une discrimination indirecte? Donc là encore, la question des discriminations indirectes se pose. Et la Cour de cassation refuse tout simplement de transmettre cette question parce qu'elle sait très bien que si elle la transmet, elle risque d'être en difficulté. Et un argument qui est mobilisé par la Cour de cassation pour justifier, après avoir écarté ces points-là, c'est que les avocats, les avocates, sont des auxiliaires de justice. Et donc, en assurant la défense des justiciables, ils concourent au service public de la justice. Et donc, lorsqu'ils se présentent devant une juridiction pour assister ou représenter un justiciable, ils doivent revêtir un costume uniforme qui contribue à assurer l'égalité des avocats.
et à travers celle-ci l'égalité des justiciables, élément constitutif du droit à un procès équitable, qu'afin de protéger leurs droits et libertés, chaque avocat, dans l'exercice de ses fonctions de défense et de représentation, se doit d'effacer ce qui lui est personnel et que le port du costume de sa profession, sans aucun signe distinctif, est nécessaire pour témoigner de sa disponibilité à tout justiciable. Mais vraiment des arguments qui tiennent pas la route. En quoi justement ça témoigne de sa disponibilité à tout justiciable, le fait qu'il enlève ses signes politiques, etc. Donc là, on est vraiment sur des arguments de forme. La Cour de cassation, elle rentre absolument pas dans le... ça tient pas la route sur le fond. La Cour, elle valide l'interdiction de l'égalité entre les avocats, l'égalité entre les justiciables et le droit à un procès équitable. Donc là, on reste sur des arguments généraux, mais dans les faits, en quoi le fait qu'une avocate soit voilée, ça l'empêche de défendre bien sa cliente. En réalité, ça c'est un aveu de faiblesse de la part de la Cour de cassation de dire que, en réalité, une femme qui porte le voile, elle risque de se faire discriminer par les juges. Et ça, c'est autre chose. Au lieu de combattre justement la discrimination qui est opérée par les magistrats, elle dit non, enlevez vos signes distinctifs afin d'éviter les discriminations. Mais non, former les avocats, les magistrats plutôt, pour qu'ils évitent de discriminer les avocats qui décideraient d'avoir des convictions religieuses ou autres, ou politiques, etc. Donc là, on est vraiment un peu dans un argument qui cache en réalité la forêt, qui est des magistrats qui pourraient être tentés de discriminer tel ou tel avocat ou avocate. Et ce qui est paradoxal, c'est là où on voit quand même que la Cour de cassation, elle ne tient pas la route dans les arguments pour écarter justement le fait que l'interdiction du voile dans le règlement intérieur est autorisée. C'est que l'avocat qui a contesté ce règlement intérieur du barreau de Lille, il dit « Oui, mais regardez, en gros, dans le code de la Légion d'honneur, il est autorisé pour les avocats de porter l'insigne de la Légion d'honneur. Donc pourquoi vous interdisez pas le port de la Légion d'honneur sur la robe des avocats, qui est un signe distinctif, une décoration, etc., alors que ça risque de contrevenir à l'égalité entre les avocats. Et là, d'ailleurs, c'était un arrêt de 2017 de la Cour de cassation elle-même. Et là, la Cour de cassation, elle dit, ben voilà, il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions que M. Y, donc l'avocat, est soutenu être titulaire d'une décoration, de sorte qu'il n'est pas recevable, faute d'intérêt personnel et direct, à critiquer la délibération litigieuse en ce qu'elle interdit à l'avocat de porter toute décoration sur la robe. Donc là, en fait, vraiment, on est dans un argument qui est vraiment un argument fallacieux de dire « Ouais, mais vous n'avez pas la Légion d'honneur, monsieur l'avocat, donc... vous n'avez pas d'intérêt à agir et à dénoncer justement ce règlement intérieur. » C'est vraiment, ça montre vraiment le niveau de justification et d'argumentaire de la Cour de cassation. Et c'est important d'aller lire ces décisions, parce que c'est là où on voit vraiment que le droit, il reste largement à construire et à consolider, parce que les arguments qui sont mobilisés par la Cour de cassation sont des arguments extrêmement faibles. 2022, décision de la Cour de cassation qui valide la décision du barreau de Lille. 2023, le Conseil national de barreau, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Ah, la Cour de cassation a validé, tant mieux. 2023, on va prendre un règlement national qui oblige tous les barreaux de France à interdire le port de signes distinctifs. Donc l'avocat ne porte aucun signe distinctif avec sa robe. » Et là, le Conseil d'État, en 2025, donc du coup 2 ans après, le temps de la procédure, etc., il rend la décision en disant que le Conseil national du barreau n'a fait qu'appliquer l'obligation légale d'être neutre, et donc à ce titre-là, il n'y a pas de problème. Donc ça montre que le droit, le Conseil d'État, la Cour de cassation, ils ont un argumentaire qui n'est pas un argumentaire qui tient la route, qui est solide d'un point de vue juridique. Lorsqu'on analyse les arguments, ce sont des arguments dans lesquels à chaque fois il y a des exclusions d'arguments sur base procédurale, mais vous n'avez pas d'intérêt direct à agir, et donc à ce titre-là, on n'analyse même pas le fond de votre propos.
Et ces décisions-là, aujourd'hui, elles sont reprises comme étant l'alpha et l'oméga du droit, alors qu'en réalité, aujourd'hui, on pourrait encore aller contester ces règles-là devant la Cour de justice de l'Union européenne, etc. D'ailleurs, je crois que c'est le cas. On attend de voir, peut-être dans les années à venir. Peut-être, il me semble que la CEDH avait été saisie sur la question des avocats. Donc, ça montre que, quand même, il y a un aveu d'échec de la justice qui est de dire, en réalité, les magistrats discriminent les avocats lorsqu'ils ont des signes distinctifs. Et ça, c'est pas normal. Donc, pour conclure, tout simplement, cette vidéo, c'était pour dire que la neutralité, qui d'abord était attachée à l'État, au nom du principe de la laïcité, s'est répandue au fur et à mesure dans d'autres sphères du travail, c'est-à-dire dans la sphère de l'entreprise, qui était en lien avec le service public. Donc on a le service public pur, les entreprises qui participent au service public, puis on a les entreprises privées, totalement privées, qui ne sont pas en lien avec le service public, puis on a les avocates. Et donc cette extension de la neutralité du public au privé, elle est dangereuse parce que elle n'est pas comprise déjà, elle est faite de manière totalement indifférenciée à toutes les situations. Et l'objectif, quand même, c'est de comprendre plus en profondeur ces règles qui sont apparemment neutres, mais qui discriminent dans la réalité des femmes qui sont voilées et qui veulent tout simplement accéder à un emploi. Et ces femmes-là ne savent pas que, justement, le droit protège, justement, le port de convictions religieuses, de signes religieux, dans un grand nombre de situations. Ces situations sont en réalité les plus nombreuses, mais dans les faits, les entreprises ont des règlements intérieurs qui interdisent le port de couvre-chef, le port de signes religieux, etc., de manière totalement indifférenciée, discriminatoire directement. Et à ce titre-là, cette vidéo était tout simplement pour identifier ces règles-là, pour les mettre beaucoup plus en valeur et que tout le monde soit un peu plus au courant de l'état du droit positif et français et européen. Et c'est aussi également une incitation aux sociologues pour analyser les effets concrets de ces discriminations-là dans le travail sur les femmes qui portent le voile, mais également sur toutes les personnes qui portent des signes religieux. Dans les faits, 99% du temps, c'est quand même des femmes voilées. Donc voilà, l'objectif c'est de prévenir également l'exclusion, puisque si on ne s'attaque pas à cette question-là, on risque de tout simplement d'exclure de la sphère sociale des femmes qui veulent accéder à un emploi, s'épanouir, et ne pas subir d'exclusion sociale. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et je serai ravi de faire d'autres vidéos de ce type. N'hésitez pas à me dire si vous avez des sujets à me proposer et je serai ravi de les aborder. Merci pour votre attention.